qui va être orchestré le 22 mai par Dominique Cochet sur le labyrinthe de la vie ou chemin initiatique vers l'évolution. Donc je pense qu'il va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Et également par rapport aux lucioles, merci de tous vos partages. Merci de votre présence. On a discuté ensemble et l'idée est vite venue de faire cette conférence-là sur le thème du labyrinthe qui est un de mes livres. Enfin, si je racontais l'histoire du livre du labyrinthe, c'est un véritable labyrinthe parce que c'est mon premier, c'est le premier que j'ai écrit et c'est le nouveau qui vient de sortir et c'est le 20e. Donc c'est le fruit d'une réédition qui a été un peu complétée. Donc c'est un petit peu comme ça dans le sens de la vie, comme le sens du labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a des déambulations, ce qu'on semble imaginer des allers-retours, mais en fait ce sont on prend des courbes à droite, à gauche, on croit qu'on recule, et puis finalement, si on a la conscience, on continue d'avancer. Voilà, et c'est vraiment le sens du labyrinthe au sens très large du terme. Donc pour me présenter, quand Isabelle demandait s'il y avait des thérapeutes, j'en ai été un. Voilà, donc maintenant, je suis plus en activité à la fois d'écriture et de formateur. Mais bon, j'ai été thérapeute dans l'approche psychocorporelle et aussi dans l'approche transpersonnelle. Voilà, donc pour ce soir, on va rester sur le labyrinthe. Donc ce qui a été convenu avec Isabelle, c'était qu'il y ait le labyrinthe qui soit là derrière, là où il est, pour que toutes les personnes qui désirent déambuler puissent le faire. Donc les seules consignes, si on peut dire, enfin je dis consignes entre guillemets, c'est de le faire en se déchaussant. C'est aussi de s'engager d'aller de l'entrée jusqu'au centre. Voilà, enfin, éviter de faire demi-tour quand j'en ai marre avant d'arriver au centre. Voilà. Et puis de vivre sa propre expérience. Quand on arrive au centre, ce que je conseille, c'est d'y rester un petit moment, de façon à être réceptif, réceptive, accueillir ce qui est là. À tout moment, pendant le parcours, vous pouvez vous arrêter. Enfin voilà, vivez cette expérience le plus librement, à votre manière. Donc, vous pouvez avoir des ressentis qui soient très particuliers en fonction des personnes, hein. Chacun ses sensations, chacun ses perceptions. Voilà, des personnes peuvent avoir des sensations physiques, d'autres émotionnelles, d'autres énergétiques, d'autres tout, voire plus, d'autres rien. Voilà, l'important c'est de faire l'expérience si vous le désirez, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut déambuler dans un labyrinthe. On a appelé le titre La voie initiatique du labyrinthe de la vie, pour être plus précis par rapport à la conférence, parce que mon livre qui est là s'appelle La voie initiatique du labyrinthe, mais c'est aussi important de ramener au sens de la vie, parce que c'est aussi en correspondance avec ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des aspects sur le labyrinthe qu'on connaît, qui peuvent être énergétiques, ésotériques, la référence avec la mythologie, et puis aussi la vie, quoi. Hein, et donc il y a des éléments qui sont présents dans des partages de vie de façon à permettre aux personnes peut-être de prendre conscience que certains événements qui ont été vécus, ressentis, voilà, ils font aussi partie de ce parcours du labyrinthe de la vie de façon à pouvoir, je dirais, continuer à avancer sur le chemin. Parce que la particularité du labyrinthe, enfin pour les personnes qui l'ont peut-être expérimenté puis d'autres qui le feront, c'est que c'est simple, hein, il suffit de marcher droit devant. Et quand on marche droit devant, parfois on peut avoir l'impression de reculer. Si on fait un virage à 180 degrés, donc on peut avoir l'impression de reculer. Ça peut être vécu comme une régression. Vécu, ça ne veut pas dire que ce soit la réalité. Et à un moment, on peut avoir l'impression de se retrouver dans des impasses. Quand on arrive au centre, il n'y a plus rien devant. Donc on peut se dire qu'il y a une impasse, alors que ça peut être l'endroit où on se rencontre. On va l'appeler le centre. Et ça peut être l'endroit où on se rencontre, et l'endroit aussi où, comme c'est évoqué dans le mythe, et je l'évoquerai pendant la conférence, c'est-à-dire l'endroit où on va rencontrer quelque chose en soi qui peut être d'une nature différente que ce qu'on a l'habitude de connaître, ou avec nos références. Donc c'est à la fois une structure physique. Physique parce que ça a un côté matériel. On le voit, il y a des traces. Quand on va dans des labyrinthes, dans des cathédrales ou dans des labyrinthes qui ont été construits dans la nature, voilà, donc c'est vraiment dans cette dimension-là. C'est aussi une dimension corporelle.
Pourquoi? Parce que le labyrinthe, c'est un des rares symboles dans lequel on peut faire une expérience corporelle. Je dis bien dans, je ne dis pas avec, voilà, dans lequel. Donc ce qui fait que c'est un peu le paradoxe, on peut conjuguer le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va, dans le labyrinthe extérieur à nous, mais en même temps on va faire une expérience dans le labyrinthe qui est à l'intérieur de nous. Donc notre corps, si on regarde un labyrinthe comme ça, c'est toujours intéressant, on peut méditer sur un labyrinthe, c'est une chose. Mais faire la déambulation concrète avec le corps, c'en est une autre, parce que ça va appeler à des sensations, on peut avoir des émotions, on peut avoir des prises de conscience qui viennent, enfin, tout est possible. On peut avoir un sentiment labyrinthique, pardon. C'est-à-dire qu'on déambule, on ne sait pas trop où on va, on peut avoir surtout le sentiment d'être perdu, même si on suit le chemin qui nous amène à la sortie. Mais ça va être le sentiment qui va être prédominant à l'intérieur de nous-mêmes, donc on peut complètement trouver ça dans la nature. Je parlais de la forêt, mais ça peut être, on va marcher en montagne, et puis à un moment il y a le brouillard qui arrive, on ne sait plus où on est, enfin voilà, donc tout de suite ça va nous ramener avec des énergies et des états qui sont à cet endroit-là. Psychique, parce que le labyrinthe c'est une structure, on le verra pendant la conférence, qui est géométrique, donc qui correspond à des éléments bien établis. Et à partir de ce moment-là, ça peut nous renvoyer à des éléments psychiques, c'est-à-dire qu'il y a émotion, c'est vécu sur le moment. Psychique, ça va être une structure qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on remarque que dans les grottes préhistoriques, bon, en France, on est bien pourvu en grottes préhistoriques. Et si on voit des grottes, par exemple, comme Lascaux, bon, c'est pas très loin d'ici, 14 000 ans, les dessins qui sont, on va dire, l'expression du sacré chez les préhistoriques, sont toujours faits au fond des grottes. Tous les dessins sacrés préhistoriques, enfin tous les dessins préhistoriques sont sacrés, même quand ce sont les mains, ils sont tous au fond des grottes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de dessins qui sont à l'entrée. Ou alors, c'est pour nous emmener vers le fond de la grotte, mais c'est au fond de la grotte qu'il y a quelque chose de particulier dans l'intention des préhistoriques. Et quand par exemple on va en Ariège, il y a la grotte de Nio. Donc Nio, c'est celle où il y a des bisons qui sont en train de... c'est une enceinte qui est au bout de 600 à 800 mètres de déambulation à l'intérieur de la grotte, et on voit des bisons qui sont en train de circuler comme ça, de manière circulaire. Et donc là, c'est la grotte sacrée, et en face, il y a ce qu'on appelle la grotte de la Vache, qui est de l'autre côté de la vallée. Et dans la grotte de la Vache, c'est là où les préhistoriques habitaient, c'est là où ils mangeaient, c'est là où ils couchaient. Voilà, donc c'était dans leur existence, c'était l'aspect existentiel. Et la grotte de Nio, telle qu'on la connaît, c'était leur aspect sacré. Donc quelque part, ils avaient construit leur temple, enfin, leur église, enfin après on peut utiliser tous les mots qu'on veut, avec la nature telle qu'elle était. Ils prenaient la nature telle qu'elle était. Donc quand je dis le sens de l'orientation ou de la désorientation, ça peut être au sens physique, mais enfin ça peut être aussi dans tous les autres sens qu'on a évoqués jusque-là. Ensuite, je vais revenir à l'étymologie chinoise, donc avec l'utérus, le sens du corps humain, c'est-à-dire que quand on rentre dans le labyrinthe, c'est une manière de rentrer dans la matrice. Et notre entrée dans la matrice, si on est tous là, c'est qu'on y a tous passé quelques mois, et qu'on a pu en sortir, enfin, chacun de notre manière, enfin, et on a fait chacun de nos expériences, mais on est passé par cette matrice qui nous a à la fois fécondés, mais qui nous a aussi imprimé des traces. Je dirais pas indélébile, parce que ce serait forcer le trait, puis ce serait pas forcément juste ni pertinent. Mais en tout cas, des traces profondes. On sait qu'il se passe des choses au niveau intra-utérin, voilà, qui peuvent psychiquement nous donner des structures avec lesquelles on peut vivre après pendant toutes nos décennies d'existence. Ça peut être à la fois pendant notre monde utérin, donc à l'intérieur de la matrice, voilà, mais ça peut être aussi au moment où on en sort. L'accouchement, enfin tout le processus de l'accouchement est un processus très actif en termes de constitution de la psyché humaine. Et parfois,
faire la déambulation dans le labyrinthe, ça peut nous faire faire des associations d'idées ou de sensations, qu'elles soient conscientes ou pas. Mais en tout cas, on est dans le même registre. Donc on va venir au labyrinthe avec le sens, le rapport au mythe. Voilà. Le mythe crétois, voilà, qui est un des mythes fondateurs et qui est un des mythes de référence, je dirais, dans l'exploration de l'âme humaine. Pourquoi? Parce qu'il a 5 personnages principaux, et ces 5 personnages principaux sont en relation directe avec ce qu'on appelle les archétypes majeurs. Et les archétypes majeurs, ce sont des forces psychiques universelles, voilà, qu'on soit français, japonais, africain, péruvien, inuit, enfin voilà, tout ce qu'on veut, ce sont ces constitutions de base propres à l'espèce humaine. Voilà, donc je vais commencer par évoquer un peu, donc dans le labyrinthe, dans ce mythe-là, il y a 5 personnages principaux. Donc il y en a un qui s'appelle Minos, qui est le roi de Crète. Voilà. Donc c'est le roi, on va dire que c'est l'archétype du roi, donc de la puissance, du pouvoir et de l'autorité. Donc il y a Thésée. Thésée, c'est le héros qui va aller à l'épreuve du labyrinthe. Donc c'est celui qui va aller se confronter à la mort. Et se confronter concrètement parce qu'il risque de mourir. Enfin, voilà. Donc comme nous dans la vie, on risque de mourir. Ça ne veut pas dire décéder. Hein. Enfin, décéder, c'est cadavre. Hein. Mourir, c'est passer à autre chose. C'est pas tout à fait la même notion. Voilà, donc il y a Dédale. Dédale qui est le personnage qui a construit le labyrinthe sous les ordres de Minos. On va le revoir un peu plus en détail, c'est important de poser les personnages. Donc il y a Ariane. Bon, Ariane, qui est la fille de Minos, qui va tomber amoureuse de Thésée, qui va l'aider, bon, on connaît le film, voilà, qu'il soit en argent, en cuivre, enfin voilà, en or, enfin voilà, tout ce qu'on veut, il y a un film. Et puis il y a le 5e personnage, qui est celui sur lequel il y a beaucoup de discussions, c'est le Minotaure. Parce que, évidemment, on nous dit toujours que c'est le monstre, c'est celui qu'on ne veut pas voir, bon bref, la bête. Enfin, la bête, ça peut être au sens chrétien du terme, mais dans tous les sens qu'on veut. Donc, dans ces mythes, on voit ces destins croisés entre les personnages. Parce qu'ils ont tous des aspects doubles. Bon, Thésée et le Minotaure, parce qu'il y a cet aspect, ils sont tous les deux des héros, à leur manière, hein, même s'il y en a un, vous savez, avec une partie animale. Et donc, il ne peut pas y avoir de Thésée sans Ariane. Il ne peut pas y avoir d'Ariane sans Thésée. Il ne peut pas y avoir de Dédale sans Minos, comme il ne peut pas y avoir de Minos sans Dédale. L'un va avec l'autre. Ça veut dire qu'au niveau de ces 5 forces psychiques, que sont représentées par nous au niveau des archétypes, avec Minos qui est l'archétype de l'autorité et du pouvoir, avec Thésée qui va incarner l'archétype de la mort, c'est-à-dire qu'il affronte la mort. Parce que si on se met à sa place, lui il va dans le labyrinthe. Tous ceux qui sont allés dans le labyrinthe, il n'y en a aucun qui est ressorti. Je dirais même pas mort, ils sont même pas un cadavre, il n'y en a aucun qui est ressorti. Donc lui, il va affronter la mort. Ariane, qui va être l'archétype de l'amour, les sentiments, la créativité, c'est ce qui la mobilise. Hein. Dédale, qui va être l'archétype de la mise en action, hein, parce qu'il va construire le labyrinthe, donc il construit tout le cadre dans lequel ça va se dérouler. Voilà. Et Minos, qui finalement est le personnage central, comme il est au centre du labyrinthe. Donc il est au centre de tous les paradoxes, de toutes les polarités. Et donc dans toutes ces polarités, il y a des axes entre un jeune qui va aller tuer le tyran pour devenir tyran lui-même. Donc on est dans cette espèce de polarité. Entre le pouvoir et la mort, il y a beaucoup de tyrans qui sont passés par la mort. Enfin, comment dire, les guerres qui vont conditionner des morts pour appuyer le pouvoir. Voilà. Et l'autre archétype qui est aussi en destin croisé et en paradoxe, entre Ariane et Dédale, on le revoit dans d'autres légendes, par exemple, entre la princesse et le chevalier. Hein, il ne peut pas y avoir de chevalier sans princesse pour voilà, une espèce de sublimation, voilà, et inversement. Toute princesse, quand elle est fille de roi, de reine, enfin voilà, surtout quand c'est la fille aînée ou quand c'est la 3e, voilà, il y a un destin qui est particulier dans ce registre-là. Donc ça veut dire que tous les mythes, ils nous apprennent ce sens de polarité, c'est-à-dire que dans toute force, il y a l'opposé complémentaire qui est contenu dedans, et dans toute force qui est à l'intérieur de nous-mêmes, il y a l'opposé complémentaire qui est à l'extérieur. Là, avec
la construction et la structure de l'âme, on est avec ce mythe-là. Donc qui se situe dans le labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est la structure dans laquelle va se composer et se décomposer cette alchimie, hein, à travers les personnages. Voilà, qui est au centre du labyrinthe, autour duquel on se construit, même si c'est le personnage qu'on ne voit jamais. Il n'est que représenté, mais hormis Thésée, personne n'a vu. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas allé dans le labyrinthe, on peut se représenter celui qui est au centre. Donc ça peut être avec des fantasmes, ça peut être avec des illusions. Voilà, mais, ça va être notre libre projection psychique, mentale et spirituelle qu'on peut avoir sur le personnage. Et il est très riche parce que l'archétype qui est au centre, c'est la grande loi universelle du dedans et du dehors. Donc cette relation permanente entre cette harmonie entre le dedans et le dehors. Et lui, on va dire, il souffre d'être dedans parce qu'il n'a jamais vu le jour. Et c'est aussi celui qui n'a jamais vu le jour de la lumière et qui finalement est à éclairer. Et là où Thésée a construit son deal, si on peut dire existentiel, c'est qu'il a tué le monstre, tel que l'histoire nous la raconte, et quelque part au niveau spirituel il est passé à côté, parce que c'était l'occasion d'aller éclairer un monstre. Alors ça pouvait être avec l'information, avec la vérité, hein, enfin, si on peut dire des faits. Et toujours est-il que on pourrait dire l'immaturité de Thésée et tout ce qui se construit autour a permis de passer à côté. Et c'est le paradoxe, c'est justement parce que ça passe à côté que ça nous éclaire. Les mythes, ils sont à voir comme ça, c'est-à-dire que si on voit les mythes tels qu'on nous les a appris à l'école, ce qu'il faut comprendre d'eux, bon, on connaît une histoire, mais on passe quand même à côté de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Bon, peut-être qu'aussi, quand on est à l'école, on n'a pas la maturité, enfin voilà, l'école de la vie, hein, mais après, ça peut être intéressant de s'y replonger. Moi, personnellement, si je suis allé dans cette voie-là, c'est parce que, quelque part, il y avait une frustration intérieure, ou un manque, plutôt, de façon à donner du sens. Parce que si ces histoires-là n'avaient aucun sens, il y a longtemps qu'on les aurait oubliées, c'est clair. Et quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité depuis ces dernières années, et ce qui va se dérouler dans les prochaines, quand on fait référence aux mythes, pour les comprendre, saisir le sens, ça peut être d'une très très grande utilité à la fois pour les individus et pour le collectif. Parce que le Minotaure nous renvoie à l'idée du monstre. Voilà, qui est au centre du labyrinthe, autour duquel on se construit, même si c'est le personnage qu'on ne voit jamais. Il n'est que représenté, mais hormis Thésée, personne n'a vu. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas allé dans le labyrinthe, on peut se représenter celui qui est au centre. Donc ça peut être avec des fantasmes, ça peut être avec des illusions. Voilà, mais, ça va être notre libre projection psychique, mentale et spirituelle qu'on peut avoir sur le personnage. Et il est très riche parce que l'archétype qui est au centre, c'est la grande loi universelle du dedans et du dehors. Donc cette relation permanente entre cette harmonie entre le dedans et le dehors. Et lui, on va dire, il souffre d'être dedans parce qu'il n'a jamais vu le jour. Et c'est aussi celui qui n'a jamais vu le jour de la lumière et qui finalement est à éclairer. Et là où Thésée a construit son deal, si on peut dire existentiel, c'est qu'il a tué le monstre, tel que l'histoire nous la raconte, et quelque part au niveau spirituel il est passé à côté, parce que c'était l'occasion d'aller éclairer un monstre. Alors ça pouvait être avec l'information, avec la vérité, hein, enfin, si on peut dire des faits. Et toujours est-il que on pourrait dire l'immaturité de Thésée et tout ce qui se construit
autour a permis de passer à côté. Et c'est le paradoxe, c'est justement parce que ça passe à côté que ça nous éclaire. Les mythes, ils sont à voir comme ça. C'est-à-dire que si on voit les mythes tels qu'on nous les a appris à l'école, ce qu'il faut comprendre d'eux, bon, on connaît une histoire, et on passe quand même à côté de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Bon, peut-être qu'aussi, quand on est à l'école, on n'a pas la maturité. Enfin voilà, l'école de la vie. Mais après, ça peut être intéressant de s'y replonger. Moi, personnellement, si je suis allé dans cette voie-là, c'est parce que, quelque part, il y avait une frustration intérieure, ou un manque, plutôt, de façon à donner du sens. Parce que si ces histoires-là n'avaient aucun sens, il y a longtemps qu'on les aurait oubliées, c'est clair. Et quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité depuis ces dernières années, et ce qui va se dérouler dans les prochaines, quand on fait référence aux mythes, pour les comprendre, saisir le sens, ça peut être d'une très très grande utilité à la fois pour les individus et pour le collectif. Parce que le Minotaure nous renvoie à l'idée du monstre. On revient, 36 étapes. Ok, 36 étapes, 3 plus 6, ça fait 9. Et avec ce labyrinthe-là, le nombre clé, c'est le nombre 9. Et on va le voir qu'on le prenne de différentes manières, ce labyrinthe-là, je dis bien celui-là, parce que d'autres peuvent être articulés avec une autre force numérique, si on peut dire ça comme ça. Si par exemple je fais le calcul, il y a 36 étapes, 1 plus 2 plus 3, jusqu'à plus 36. Comme par hasard, ça fait 666. Bon, le nombre... tout ce qui est associé avec, histoire de culpabiliser, voilà, bon, bref. 666, 6 plus 6 plus 6, ça fait 18, 8 et 1, ça fait 9. Deuxième configuration avec le 9. Et c'est en allant à l'intérieur de soi-même, comme on va à l'intérieur et au centre du labyrinthe. Donc en analogie, voilà, ça va être d'être en lien avec une expérience qui pourrait être en relation avec cette expérience d'intra-utérin. Donc évidemment, il y a des personnes qui pourraient dire que c'est une espèce de régression. Voilà, il ne s'agit pas de se mettre en régression à vouloir revivre. Il y a d'autres pratiques pour pouvoir faire ça, se connecter avec des informations, mais c'est de se remettre dans cette situation-là. Vous savez, le labyrinthe, s'il est utilisé dans des structures initiatiques, c'est parce que c'est un symbole majeur de mort-renaissance. Donc quand on va à l'intérieur du labyrinthe, c'est quelque part pour y mourir, c'est-à-dire pour y laisser quelque chose, de façon à pouvoir intégrer quelque chose d'autre. Dans tous les processus initiatiques, on commence d'abord par lâcher quelque chose. Voilà. Enfin, quand je dis quelque chose, c'est volontairement au sens large du terme. Mais une expérience initiatique, c'est pas accumuler un bien, enfin, comme accumuler un bien, enfin, voilà, pour en faire un plus par rapport à d'autres expériences. C'est-à-dire qu'il y a, de ce qu'il y avait avant, il y a quelque chose à lâcher pour qu'il y ait du neuf, enfin, sans vouloir faire de jeu de mots, mais pour qu'il y ait du neuf qui vienne. Voilà. Sinon, on passe à côté de cette expérience initiatique. Le labyrinthe nous permet d'accueillir ce sens-là. Voilà, donc cette dimension de grande-mère, j'ai mis grande-mère avec un grand G et un grand M, donc c'est pas la grand-mère, hein, la mère de la mère. Voilà, donc la grande-mère, c'est aussi ce qui va être présent dans beaucoup de mythes. Voilà, donc ça va être la grande-mère universelle, mais c'est aussi la grande-mère cosmique qui est à l'origine, le sens de la mère, c'est à l'origine de toute chose. Donc il y a la mère biologique, il y a la mère Gaïa, voilà, et puis il y a aussi la mère cosmique qui est à l'origine de la naissance de l'univers. Oui. Est-ce que quand on arrive au centre, je ne sais pas si ça fait la même chose à tout le monde, mais il y a une impression d'être pur, d'avoir de la lumière et d'être léger, et d'être ressourcé, c'est-à-dire porté, et partir avec une... Donc, quand je suis repartie, j'avais le sentiment d'avoir beaucoup plus de... Et en même temps légère et en même temps forte, oui. Avec beaucoup d'énergie.
Oui. 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 Moi, j'ai ressenti une vague énergétique Oui. énorme. Oui. Donc, au retour, donc, je me suis sentie plus légère et plus rapide en même temps, Oui, oui. plus avec une sensation kinesthésique très... Oui. Oui. Moi, c'était juste pour évoquer mon ressenti Oui. par rapport à ce labyrinthe. Quand je suis rentrée à l'intérieur, je ne savais pas quoi faire pendant une seconde, j'ai envie de dire. Et en fait, très vite, j'ai eu que des mots positifs. C'est-à-dire que j'ai fait tout le labyrinthe avec que des mots tels que bonheur, amour, partage. Et là, je suis même limitée d'ailleurs dans le listing là quand je l'évoque. Alors que quand j'étais dedans, c'était très fluide. Et j'avais des mots, j'en ai eu une centaine. Et quand je me suis retrouvée au centre, ça a été comme que tous ces mots en fait revenaient sur moi. Je ne sais pas comment développer. Et tout sur le chemin du retour, j'avais l'impression qu'ils s'ancraient vraiment en moi. Et quand je suis sortie, le seul mot qui m'est venu à l'esprit, peut-être aussi parce qu'on regarde du blanc, c'est peut-être ça, mais en tout cas c'était le mot épuré. J'ai l'impression d'être épuré. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'on pourrait à un moment donné détacher son esprit en se disant, en pensant à quelque chose de néfaste, négatif, quoi que ce soit. Et en fait, moi, je suis pas arrivée. Enfin, je suis pas arrivée, c'était pas là le but, évidemment. Mais je veux dire, je suis vraiment dans quelque chose tout le temps de bon, positif. C'était très agréable. L'expérience du labyrinthe, comment dire, moi, je fais de plus en plus, dès que je rentre dedans, je suis dans un autre espace-temps, quoi. Mais c'est devenu naturel. Au début ça vient, après ça devient un peu automatique et maintenant c'est voire même de fait, parfois rien que le fait d'y penser, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de vaisseau, de véhicule. Voilà, ça peut devenir quelque chose de cet ordre-là.